Bienvenue mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre toujours des études les phénomènes géologiques externes, on va aborder maintenant le deuxième chapitre quand vous voyez les étapes de la formation des roches sédimentaires. Donc, on va commencer par cette image qui montre le globe terrestre. Donc, vous savez tous que notre planète Terre est constituée de continents et d'océans. Et la surface de cette Terre est constituée de différents reliefs. Donc, vous voyez ici différentes formes de reliefs. Donc, nous avons des montagnes, les plateaux, les collines, les plaines et aussi les océans et les rivières. Donc, ces reliefs ou ces paysages géologiques sont en évolution continue et ils sont constitués de plusieurs roches. Donc, les géologues classent les roches en trois grandes catégories. Les roches sédimentaires, Sokhor Rosobia, les roches magmatiques, Sokhor As-Souharia, et les roches métamorphiques, As-Sokhor Al-Mutahawil. Donc, les roches magmatiques et les roches métamorphiques, nous allons les voir, Inch'Allah, dans les années prochaines. Concernant les roches sédimentaires, on va les voir en détail dans ce cours. Donc, maintenant, on passe à l'introduction. Donc, les roches sédimentaires sont les constituants les plus communs et les plus observés sur la surface de la Terre. Ce sont des roches exogènes, c'est-à-dire que les roches sédimentaires, ce sont des roches exogènes. Donc, des roches exogènes, c'est-à-dire qui se sont formées à la surface de la Terre. Ça y est. Donc, elles se présentent sous la forme de couches ou strates et peuvent contenir des fossiles. Donc, regardez ici quelques exemples des roches sédimentaires qui se trouvent à la surface de la Terre. Donc, ces roches sont constituées, comme vous voyez ici, par des couches parallèles et horizontales. Donc, regardez ici. Donc, sont appelées les strates. Donc, soit on dit les couches ou bien strates. Et les roches sédimentaires aussi englobent parfois des fragments de végétaux et d'animaux fossilisés, c'est-à-dire que on peut trouver des débris ou bien des empreintes des végétaux et animaux d'espèces disparues, donc conservés dans les roches sédimentaires. Ça y est. Donc, les roches sédimentaires se forment à partir de matériaux provenant de roches préexistantes pendant une longue durée et à plusieurs étapes. Donc, la première étape ou bien le premier phénomène qui participe à la formation des roches sédimentaires, c'est l'érosion, suivi par le transport naql, ensuite la sédimentation tarassob et autre phénomène appelé la diagenèse at-tasakhur qui bien sûr ou bien qui va aboutir à la formation de ces roches sédimentaires. Donc aujourd'hui ou bien dans cette science, nous aurons à étudier l'érosion qui est bien sûr la première étape de la formation des roches sédimentaires. Donc, on passe maintenant, grand 1, l'influence de l'érosion sur les paysages géologiques. Donc, les paysages géologiques sont constitués de roches de nature variable. Donc, variable, c'est-à-dire qui changent, donc n'ont pas tous la même nature. Ces paysages sont souvent modifiés par les facteurs de l'érosion. Donc, d'abord, l'érosion, c'est le phénomène ou bien le processus de dégradation et de transformation du relief et donc des roches. Ça y est. Donc, ou bien, alors, on va se demander quels sont les facteurs de l'érosion, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui provoquent la dégradation et la transformation du relief. Comment agissent-ils sur les paysages géologiques? Donc, il faut distinguer entre deux types d'érosion. Donc, nous avons l'érosion mécanique et l'érosion chimique.
Donc, on commence par l'érosion mécanique. Donc, petit 1, l'influence de l'érosion mécanique sur le paysage géologique. Donc, l'érosion mécanique est une érosion qui est issue de l'influence de plusieurs facteurs mécaniques, parmi lesquels nous avons ici le premier exemple, action des vagues. Donc, petit a, l'action des vagues. Donc, lorsque les vagues frappent la falaise, donc la falaise, c'est l'ensemble de roches qu'on observe au bord de la mer. Donc, lorsque les vagues frappent la falaise, elles compriment de l'air, provoquant une pression très forte sur les roches. Donc, avec le temps, des fissures apparaissent. Donc, vous voyez ici, il y a des fissures au niveau de la falaise, donc jusqu'à former des caves ou bien des crottes. Donc, vous voyez ici les crottes, donc provoquant bien sûr la chute des roches, alors fragilisées par l'érosion. Donc, on observe ici des blocs de roches dans l'eau de mer, issus bien sûr de la destruction des roches par l'action des vagues. C'est la même chose ici. On a cette image. Donc, vous voyez l'action, bien sûr, des vagues sur la falaise. Donc, les vagues de la mer tapent ou bien frappent de façon répétitive la base ou bien à la base de cette roche énorme qui s'appelle aussi la falaise. Donc, on observe ici qu'une grande partie de cette roche elle a disparu sous l'effet bien sûr des vagues qui frappent la surface ou bien la roche et qui a fragmenté cette roche en blocs. Donc, en bord de la mer, l'action des vagues use les valises et détruit les roches peu à peu. Donc, c'est le premier exemple de facteur mécanique qui influence la surface des reliefs à la surface de la Terre. Donc, en tapant de façon répétitive à la base des falaises, comme vous voyez ici, les vagues fissurent les roches situées au-dessus qui finissent par se détacher de la falaise. Donc maintenant, on passe, c'est l'érosion par le vent ou bien ce qu'on appelle érosion éolienne. Donc l'érosion éolienne est l'action de destruction des roches et des reliefs par le vent. Ça y est. Donc, dans les régions désertiques, le vent est capable de soulever les éléments fins et légers, comme par exemple ici les grains de sable qui se trouvent à la surface du sol. Donc, ces éléments peuvent être projetés à grande vitesse contre les roches, ce qui provoque bien sûr le creusement et la fragmentation de ces roches. Ça y est. Donc, tout ça, c'est induit par le vent. Donc, c'est l'attaque du vent chargé, bien sûr, de particules avec cette roche là et modifier son relief. Vous voyez? Donc, le vent est particulièrement actif dans les déserts. Les grains de sable transportés par le vent attaquent les roches et les creusent. Donc, au fil des ans, l'érosion éolienne remodèle la roche, c'est-à-dire restructure la roche, formant de nouveaux. On va voir maintenant l'érosion par la végétation. Donc, les racines des végétaux qui poussent dans le sol de façon très développée permettant d'atteindre les roches du sous-sol. Donc, comme vous voyez ici, on a la végétation dont les racines sont développées et qui sont bien sûr introduites dans ces roches-là. Donc, les racines fragmentent les roches, comme vous voyez ici, et agrandissent les fissures. Donc, les racines des végétaux poussent dans le sol. Parfois, ces racines sont si développées qu'ils peuvent atteindre les roches du sous-sol, qu'ils vont fissurer et ainsi poursuivre leur croissance. Ils contribuent bien sûr à la fragmentation et à l'érosion des roches du sous-sol. Donc, maintenant, on passe à l'érosion par changement de température, gel et dégel.
Donc, l'effet de la variation de température est là. Comme résultat, la fracturation et la dilatation des roches. Donc, lors de pluie, les fractures ou bien les fissures dans les roches sont remplies d'eau. Comme vous voyez ici, on a les fissures est remplies d'eau. Et quand la température baisse, c'est-à-dire lorsque la température descend en dessous de zéro, l'eau dans les fissures se transforme en glace, c'est ce qu'on appelle gel, ça y est. Et ainsi que la glace augmente de volume, c'est-à-dire que le volume de la fracture aussi va augmenter. Donc regardez ici l'augmentation de la fracture. Et quand la température augmente, l'eau passe à l'état liquide, c'est ce qu'on appelle dégel, ça y est. Donc, les alternances de gel et du dégel font éclater, comme vous voyez ici, les roches, c'est-à-dire la fracturation de la roche, donc c'est l'érosion. Et c'est une érosion induite, bien sûr, par la force, donc c'est l'érosion mécanique. Ça y est. Donc, dans les endroits où les variations de température sont importantes, comme par exemple les hautes montagnes, l'eau s'infiltre dans les fissures des roches. Comme vous voyez ici, on a l'eau s'infiltre dans les fissures des roches au niveau des montagnes. Donc, les roches prennent plus de volume lorsqu'elles passent de l'état liquide à l'état solide, ce qu'on appelle gel. Quand la température, bien sûr, augmente, l'eau passe à l'état liquide, dégel. Donc, ces variations, c'est-à-dire l'alternance de gel et du dégel, provoquent la destruction des roches. Donc maintenant, on passe au dernier exemple, c'est l'érosion par l'eau de pluie. Donc lorsque les gouttes de pluie frappent le sol, la force de leur impact permet de briser les agrégats. Donc c'est-à-dire que la force de leur effet permet de briser les agrégats, c'est-à-dire l'assemblage d'éléments qui forment la roche, et de disperser les particules qui forment le sol, c'est-à-dire que de disséminer les particules, bien sûr, qui forment le sol. Donc, suite à des précipitations répétées, le passage des eaux de ruissellement va user mécaniquement les roches. Donc, maintenant, on passe à la conclusion. Donc l'érosion mécanique est le phénomène de dégradation et de fragmentation d'une roche sous l'effet des facteurs naturels tels que le vent, l'eau, la variation de température et les vagues, excessifs éléments détritiques comme le sable, l'argile et les blocs. Alors, on a terminé l'érosion mécanique et la séance prochaine, Inch'Allah, on va voir l'érosion chimique.